Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée des Journées de l'économie autrement, organisée par Alternative économique. C'est la 5e édition de cet événement annuel qui d'habitude se tient à Dijon et exceptionnellement cette année en ligne du fait des contraintes sanitaires. Et justement, on va parler dans le cadre de cette table ronde de ces contraintes sanitaires et plus précisément du Ségur de la santé, pour essayer de se poser la question, est-ce que les réformes mises en œuvre par le gouvernement suite à la crise du Covid-19 sont-elles à la hauteur des enjeux? Alors, vous le savez, les difficultés de l'hôpital, de notre système de santé n'ont pas commencé avec le Covid. Ça fait déjà un an qu'il y avait une mobilisation à l'hôpital public contre les mauvaises conditions de travail. Et s'en est suivi 2 mois et demi de crise sanitaire assez forte au printemps, suite à quoi le gouvernement a lancé une grande concertation qui s'appelait le Ségur de la santé. Alors ça a débouché début juillet sur un accord qui s'est traduit essentiellement par une enveloppe de 7,5 milliards d'euros pour revaloriser les salaires à l'hôpital, essentiellement pour les personnels paramédicaux, les infirmières, les aides-soignants, mais aussi pour le personnel non médical, des agents techniques ou administratifs. Cet accord prévoit aussi une enveloppe plus petite, 450 millions pour les médecins, et une enveloppe de 200 millions pour les internes et les étudiants. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont prévues dans ce cadre-là. Le gouvernement a promis de créer 4000 nouveaux lits dans les hôpitaux, et on parle aussi de recrutement, puisque c'est 15 000 postes qui devraient être créés. Alors, c'est évidemment un geste bienvenu, tant, vous le savez, l'hôpital a souffert de restrictions budgétaires ces dernières années, mais cette revalorisation, aussi nécessaire soit-elle, ne suffira pas à réformer notre système de santé. C'est plus largement l'organisation des soins qu'il faut revoir de fond en comble. Alors, est-ce qu'il faut rompre avec une gestion séparée de l'hôpital et de la médecine de ville? Est-ce qu'on peut se passer de la tarification à l'activité, vous savez, la fameuse T2A qui fait couler beaucoup d'encre? Est-il possible de maîtriser les dépenses de santé sans paupériser l'hôpital? Voilà, c'est toutes ces questions dont on va débattre avec les 4 intervenants qui sont sur scène avec moi et que je vais vous présenter. Donc, Daniel Benamouzig, vous êtes sociologue titulaire de la chaire santé de Sciences Po. Gaby Bonan, vous êtes ancien militant syndicaliste et aujourd'hui délégué mutualiste à Harmonie Mutuelle. Nicolas Leblanc, vous êtes médecin de santé publique, conseiller santé d'un grand groupe mutualiste et élu local à Fontenay-sous-Bois. Et enfin, Daniel Lenoir, vieux compagnon d'Alternative économique depuis ses origines et ancien directeur de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et de l'ARS, l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais. Et vous êtes aussi président de l'IDIES, l'Institut pour le développement de l'information économique et sociale, qui est partenaire des JEA, des Journées de l'économie autrement. Alors, pour commencer ce débat, cette table ronde numérique, on va déjà se poser une question un peu plus générale. Qu'est-ce que la crise sanitaire, la crise du Covid, a révélé de l'état de notre système de santé? Nicolas Leblanc, si vous voulez bien commencer, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de cette crise? Tout d'abord, bonjour à tous et à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde qui je n'en doute pas, sera passionnante. Moi, quoi en tirer de cette crise? Déjà, cette crise, on l'a vu venir sans la voir venir, et ayant sans doute oublié dans l'imaginaire collectif ce qu'était une épidémie infectieuse à virus respiratoire. Et ça a montré quoi? La première chose, c'est la limite du système de soins, très rapidement avec la sursaturation des hôpitaux qui a guidé les politiques de santé, notamment de confinement et autres. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est que le soin
la santé, ce n'est pas que le soin. Je rappelle que les 5 déterminants de santé, que sont les comportements individuels, comptent à 36% par exemple, les déterminants sociaux à 24% de la santé, on va dire, la génétique 22%, l'environnement 7% et le système de soins 11%. Donc on voit très bien que, et cette crise qui finalement, pour la majeure partie des gens malades ou des gens infectés, n'était pas une crise qui devait faire appel au système de soins en tant que tel, mais elle devait faire appel en termes de gestion de l'épidémie et pas des malades en tant que tel, à des dispositifs de santé publique. Et donc la dernière chose qui m'a frappé, c'est l'inculture de santé publique qui fait qu'à un moment, je le résume avec ce terme, à un moment donné, on s'est retrouvé sans dispositif pour avoir des campagnes de masse, prenons les masques, les EPI, mais aussi sans dispositif pour s'appuyer, sans dispositif d'éducation à la santé pour s'appuyer sur des comportements vertueux. Et puis des difficultés à s'appuyer aussi sur des éléments pour relayer les messages, enfin, etc., etc. Donc, et on y reviendra. Donc, c'est ce qui m'a frappé. Le dernier point, c'est qu'on est profondément dans une société inégalitaire. Alors, Thomas Piketty s'est attardé à le montrer à travers ses 2 derniers bouquins, mais quand on regarde la manière dont l'épidémie a frappé, et on commence à voir les chiffres qui notamment viennent de Seine-Saint-Denis, mais d'ailleurs, l'INSEE a sorti des chiffres extrêmement intéressants sur l'origine des personnes, la mortalité en fonction des origines, et on voit très bien que les gens qui sont nés en Afrique, au Maghreb et en Asie ont été durement touchés, plus durement touchés par la mortalité que les autres en France. Et donc, elle a montré aussi cette société qui est plus profondément inégalitaire qu'on l'imagine, je pense. Voilà, si je dois être un peu bref. Très bien. Alors, j'en profite pour préciser à tous ceux qui nous suivent qu'il y a la possibilité de poser des questions en direct. Et très rapidement, Nicolas Leblanc, on nous demande sur l'onglet questions, Ségur de la santé ou Ségur du sanitaire? Bah écoutez, c'était un Ségur de l'hôpital, hein. Tous les professionnels le disent, donc c'est un Ségur de l'hôpital. Donc l'hôpital qui a son histoire et récente de tumulte, et je pense qu'on y reviendra largement. Mais moi, ce que je crois, c'est que cette crise, elle a montré les limites d'un système de santé aujourd'hui. L'économie aujourd'hui, l'économie de la prévention aujourd'hui en France, c'est 6,4%, je crois, des dépenses de santé. Donc, c'est autour de 14 milliards, alors que la consommation de soins et biens médicaux est à 210 milliards. Donc, on voit très bien et quand on détaille, quand on détaille les chiffres de ce que sont ces 14 milliards en prévention, là, on voit très rapidement les limites. J'ai un deuxième chiffre, moi, qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est que Santé publique France, c'est un budget de 2 millions d'euros. 200 millions d'euros. Vous connaissez or, il rassemble 3 agences. Ça a été la fusion de 3 agences, l'Institut national de prévention et d'éducation de la santé, l'Institut national de veille sanitaire et une 3e agence, les PRUS. Donc, en 2016, le budget de ces 3 agences cumulées était à 585 millions d'euros. Donc, on est passé de 585 à 200 millions d'euros. Donc, la rationalisation, elle est organisationnelle, mais elle est aussi économique. Il ne faut pas se tromper. On est face à une épidémie qui a montré que la rationalisation économique autour du système de santé qui s'est tramé depuis des dizaines d'années ne peut pas être inversé en quelques mois. Et donc, on a des problématiques structurelles, des problématiques économiques qui prendront énormément de temps à être renversées, à être basculées, à condition que les choix politiques veuillent bien s'en emparer. Ça, c'est un autre sujet qu'on aura l'occasion de débattre. Je pense que Ségur de l'hôpital, je pense qu'il y aura un Ségur du soin, espérons-le, et j'espère, le ministre a annoncé un Ségur de la santé publique pour enfin prendre en ligne de compte la santé dans ce qu'elle est de global et pas uniquement dans ce qu'on arrive dans le soin, c'est-à-dire au bord du précipice. Alors, je pense que Daniel Lenoir vous rejoindra sur l'idée qu'on ne va pas pouvoir effectivement rapidement inverser la tendance qu'on observe depuis quelques années. À la fin du premier confinement, Daniel, vous avez diagnostiqué ce que vous avez appelé l'étrange défaite des politiques de santé. Qu'est-ce qui n'a pas marché, d'après vous? Je n'ai pas encore pris l'habitude d'ouvrir le micro quand on doit parler. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai écrit ce papier, non pas dans Alternative économique, mais dans Témoignages chrétiens. J'en profite pour faire un peu de pub pour un journal où j'écris aussi.
Et en fait, ça fait référence au bouquin de Marc Bloch, L'étrange défaite. Et évidemment, c'était parti d'une comparaison avec ce qui s'est passé en Allemagne. Et moi, ce qui m'a frappé, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nicolas Leblanc, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, on a confiné de façon extrêmement rigoureuse, non pas à cause de l'épidémie, mais à cause de la capacité hospitalière à recevoir les personnes qui devaient être reçues en réanimation. Et derrière ça, enfin, il y a beaucoup de sujets. Il y a des questions de système décisionnel. Sur la question des masques, par exemple, on voit bien qu'on est dans l'ordre des décisions absurdes, au sens de Christian Morel, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de décisions qui n'a pas fonctionné et qui résulte non pas d'une rationalisation, comme disait Nicolas Leblanc, mais en fait d'une forme de rationnement, c'est-à-dire qu'on arrive à une situation où on a au-delà de la rationalisation, on a rationné. Je pense que ça a démontré aussi l'importance de la crise hospitalière qui était patente, mais à laquelle le gouvernement était totalement sourd. J'y reviendrai parce que derrière la crise hospitalière, il y a le problème de l'Ondam, mais on voit bien que ce n'est pas le problème, par exemple, de la diminution du nombre de lits. La diminution du nombre de lits est inscrite dans le fait que les durées moyennes de séjour diminuent. C'est le fait qu'on n'ait pas reconverti, comme l'ont fait les Allemands, un certain nombre de lits en lits de réanimation. Ce n'est pas le problème de la T2A. La T2A, c'est plutôt un système intelligent. C'est le problème qu'on a fait sur la T2A, des régulations prix-volume, qui fait que le prix relatif de la T2A a diminué. Ce n'est pas le problème. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la T2A, c'est la tarification à l'activité. Hein, en quoi ça consiste alors rapidement? En fait, ça consiste à fixer le prix d'une intervention en fonction normalement de son coût, de façon à avoir un financement intelligent. Mais c'est pas le problème de la T2A, c'est que la T2A a envahi le budget hospitalier et que toutes les autres activités qui ne sont pas couvertes par la T2A et sont couvertes par ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, c'est-à-dire des budgets forfaitaires, et ces budgets forfaitaires ont diminué relativement par rapport à la T2A. Et la T2A elle-même n'a pas été revalorisée en fonction des coûts. Donc, on a un phénomène classique en économie qui est que pour maintenir le budget, on augmente l'activité. Et on a des phénomènes analogues dans d'autres domaines. Ce n'est pas le problème du sous-dimensionnement des urgences. C'est le fait que, bien sûr, dans un certain nombre d'endroits, les urgences sont sous-dimensionnées, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de recours aux urgences par rapport aux besoins. Et derrière ça, il y a l'échec, il faut le dire, de la médecine de ville sur la permanence des soins. Et puis, on voit bien la coupure qui existe entre l'hôpital, les différents segments hospitaliers, parce que il y aurait beaucoup à dire sur l'hôpital public versus l'hôpital privé et l'hôpital non lucratif, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail, encore que là, il y a une question qui a été posée sur l'hospitalisation privée, mais la segmentation aussi avec ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de ville et tout ce qui est en ville, et puis aussi avec le médico-social. Et aujourd'hui, le médico-social, c'est principalement les EHPAD. On a bien vu les difficultés de coordination entre les hôpitaux et les EHPAD. Et puis, derrière ça, il y a un énorme problème, et Nicolas Leblanc avait raison d'insister sur les moyens qui sont consacrés au pilotage de la santé publique. Enfin, ce qui était aberrant, c'est le temps qu'on a pris, il faut s'en souvenir, à compter le nombre de victimes, et on arrivait à avoir le nombre de morts dans les hôpitaux. On a mis beaucoup de temps, et on n'est pas sûr du chiffre, à avoir le nombre de morts dans les EHPAD, et encore moins à savoir ceux qui sont morts chez eux. Moi, il se trouve que j'ai été malade du Covid à cette période-là. Je n'ai pas été dénombré parmi les malades du Covid parce que j'ai été pris en charge par la médecine ambulatoire. Et donc, un énorme problème de suivi de la santé publique à travers les remontées. Ça, c'était le rôle normalement de Santé publique France, de faire remonter ces données. Daniel Benhamouzig, est-ce que vous partagez le tableau qui commence à être dressé depuis le début de cette table ronde sur l'état de notre système de santé et sa maladie d'une certaine manière? Oui, très largement, et je trouve que c'est même… moi, ce qui me frappe, c'est que c'est des éléments maintenant qu'on arrive à partager assez largement, pas seulement entre nous qui avons peut-être l'habitude de discuter de ces questions-là, mais qu'on partage avec l'ensemble de la population aussi, ce diagnostic sur l'hôpital. Peut-être sur l'hôpital,
on peut dire deux choses. À la fois, ça révèle une forme, pas seulement d'une crise antérieure, au sens où elle était discutée depuis quelques mois, avec des mouvements sociaux extrêmement clairs sur les messages qui étaient adressés, mais au-delà de ça, on sent bien que il y a une forme d'épuisement d'un modèle qui se traduit du coup par un épuisement financier, par un épuisement des personnels, par un épuisement du sens qui est donné aussi à l'ensemble de ces activités. Donc on sent qu'on a un modèle qui est grosso modo qui date des années 60, qui a été modernisé dans les années 70-80 et qui ensuite a été comment dirais-je, limité du point de vue de sa croissance pour des raisons qu'on peut par ailleurs comprendre, mais qui se traduit par ce phénomène d'épuisement. Et malgré cet épuisement, qui était voilà, patent à l'entrée de la crise, on a vu que l'hôpital avait une ressource d'adaptation qui était quand même assez remarquable et qui a permis une adaptation très très forte. Et je pense que c'est aussi un point sur lequel on doit capitaliser, sur lequel les professionnels de l'hôpital peuvent et souhaitent capitaliser, je crois. Donc il y a un enjeu qui ira au-delà du Ségur de l'hôpital, soyons clairs, qui est une forme voilà, d'investissement, de financement assez important. Hein. 8 milliards, c'est pas tout à fait rien, et au vu des financements antérieurs des dernières années, c'est même quelque chose de tout à fait remarquable. Donc on a à la fois ce paradoxe de l'épuisement et d'une capacité d'adaptation, de rebond très rapide, de réorganisation dans l'ensemble des services, avec évidemment un certain nombre de problèmes aussi, mais enfin, je pense que c'est quelque chose qui doit être souligné. Et puis on a de l'autre côté de la chaîne, si j'ose dire aussi, effectivement, et je rejoins complètement ce qui a été dit par Nicolas Leblanc en particulier sur la santé publique. C'est-à-dire qu'on est un pays où on n'a pas de santé publique, c'est à peu près clair. Hein. On a des éléments où on arrive à surveiller un certain nombre d'indicateurs, mais on n'a effectivement pas beaucoup de culture de santé publique qui est partagée par la population en termes d'éducation, en termes de promotion de la santé. Moi, il y a un point qui m'a frappé, qui continue de me frapper parce qu'il continue d'être préoccupant, c'est qu'on n'a pas d'opérateur de santé publique à l'échelle du territoire. À l'échelle, les municipalités n'ont pas de compétences en santé publique, certaines sans doute de leur propre chef. Mais donc on a d'une certaine manière une difficulté à avoir des relais sur les territoires de santé publique. Il a fallu un peu voilà, susciter, inventer quand c'était possible à certains endroits, en déployant des moyens, en redéployant des moyens. Enfin, tout ça se fait dans un contexte de crise où on n'a pas pu mobiliser en fait des ressources. Il a fallu parfois prendre celles de l'hôpital et les déployer dans les territoires, prendre celles de la médecine de ville, de l'assurance maladie, les redéployer sur des métiers de santé publique qui sont pas les leurs, etc. Donc je pense qu'il faut en tirer les conclusions. Il a été annoncé après ce Ségur initial de la santé du début de l'été, un Ségur de la santé publique. On verra sur quoi il aboutit. Mais là, je crois qu'il y a un enjeu qui est un enjeu majeur de construction. La difficulté, c'est que, en termes prospectifs, c'est un peu une difficulté politique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs de l'hôpital qui se mobiliseront à bon droit sur la nécessité d'un certain nombre d'évolutions. Il y a des acteurs de la médecine de ville, il y a des acteurs du médico-social. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent se mobiliser pour réclamer en quelque sorte ce renforcement de la santé publique. Et dans quelle mesure collectivement, on sera capable de souhaiter et de traduire ces souhaits par un certain nombre d'investissements dans la durée en faveur de la santé publique. Je crois que ça, c'est un vrai défi et il est largement devant nous. Il n'y a rien de garanti de ce point de vue-là, alors même qu'on mesure et qu'on touche tous du doigt une limite importante du système de santé français. Alors, vous avez souligné à juste titre la forte capacité d'adaptation de l'hôpital public face à cette crise, mais aussi en parallèle, on a l'impression qu'il y a, vous l'avez dit, un épuisement, mais aussi un manque d'attractivité. C'est-à-dire que sur la deuxième vague, il y avait une problématique qui était de la mobilisation du personnel. L'une des inquiétudes, c'était on a maintenant davantage de lits, on est un peu mieux préparé que pendant le premier confinement. Par contre, on n'arrive pas forcément à puiser, à attirer des gens pour pouvoir faire tourner ces lits-là. Donc je rebondis parce que c'est une des questions hein, qu'un internaute nous a posé. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité des métiers de l'hôpital et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
je n'ai pas envie de répondre à trop catégorique. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème d'attractivité. En réalité, c'est même pire qu'un problème d'attractivité. C'est qu'il y a un certain nombre de personnes de l'hôpital qui le quittent, notamment parmi les professionnels infirmiers, les aides-soignantes, etc. Donc on a vu un peu de reflux, en quelque sorte, hein, qui est évidemment préoccupant, qui appelle un certain nombre de réponses, y compris en termes de revalorisation. C'était l'objet du Ségur. Si tout ça a été décidé à la sortie de la première vague, c'est évidemment parce que à la fois on avait le passif des mobilisations antérieures, et puis voilà, les enjeux étaient largement devant, ça s'est vérifié, et ces enjeux persistent. Néanmoins, moi, mon sentiment, c'est que quand je parlais d'épuisement, c'est-à-dire qu'au-delà de la question du financement, on a une question sur le modèle de l'hôpital. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on raisonne sur un type d'organisation hospitalière qui est à peu près le même, en fait, à peu près constant, alors avec des variables d'adaptation sur 4000 lits supplémentaires à la demande, avec des réflexions sur est-ce qu'on doit avoir un volet de réanimation qui doit être plus important en quelque sorte et qu'on peut maintenir en veille. Mais je dirais qu'on est à la marge, hein, quand même, sur le fonctionnement de l'hôpital. Et donc, on sent à la fois qu'on a un modèle hospitalier qui a son histoire, qui est à certains égards une belle histoire, qui est une histoire compliquée, mais qui est une histoire aussi qui traduit une forme d'épuisement. Et on n'a pas eu de réflexion sur l'hôpital dont on veut pour les 20, 30 prochaines années. L'hôpital, c'est un paquebot qui a une vitesse de déplacement qui est assez complexe. Traditionnellement, je dirais quasiment depuis les décennies d'après-guerre, à chaque fois qu'on a pu réformer l'hôpital, c'est parce qu'on avait une réflexion et on avait des modèles presque politiques de l'hôpital qui permettaient de dire dans quel type de direction on souhaitait aller. C'est des modèles qui avaient été construits par soit des acteurs professionnels, soit des acteurs administratifs, soit très souvent un mélange des deux. Ce travail-là, on ne l'a pas fait depuis très longtemps en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision prospective de l'hôpital, on n'a pas de vision de ce que l'on souhaite pour l'hôpital. Et donc on se retrouve en temps réel, presque ancré dans le temps présent, avec une vraie difficulté de prospection sur les enjeux à venir. Alors on se réfugie en général dans ces cas-là sur une forme de solutionnisme technologique où la technologie apparaît moderne et donc ça apparaît comme l'avenir et donc on y va franchement. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire qu'on peut faire des choses extrêmement différentes avec les mêmes technologies. Quel type d'organisation hospitalière on souhaite? Moi, je vois très peu d'éléments dans le débat public ou même dans le débat expert sur ces questions-là et sur une forme de prospective à moyen ou long terme de la place de l'hôpital. Gaby Bonan, je vous pose la même question qu'aux autres. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'a révélé la crise du Covid? Quelles leçons on peut en tirer? Beaucoup de choses. Bonjour à tous et à toutes, d'abord. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Alors, je voudrais rajouter un point. Effectivement, l'image qu'a renvoyée la crise dans les médias, c'est l'image d'un hôpital débordé par son incapacité à accueillir tout le monde. Donc, il nous a mis en avant l'urgence et une difficulté à gérer l'urgence d'une épidémie. On avait peut-être oublié un peu que les crises épidémiques, enfin les maladies infectieuses étaient derrière nous, pensant qu'on était libéré de ça et que l'on pouvait gérer un système de santé sans forcément avoir à gérer une crise sanitaire de cette ampleur. Mais le véritable message, la véritable révélation de cette crise, c'est plus profondément que ça, c'est ce qu'on n'a pas mis en avant ou en lumière peut-être les médias ou le quotidien. C'est les questions de prévention. Enfin, je crois que Nicolas Leblanc l'a très bien dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit bien quand on analyse que la crise, elle a touché des populations très fragiles. Et que de ce point de vue-là, c'est révélateur d'un système de santé qui n'a pas pris en compte la prévention. Tout à l'heure, Nicolas Leblanc disait quelques chiffres, mais je vais en citer un autre. Moi, sur toutes les consommations présentées au remboursement, hein, 2% seulement concerne la prévention. C'est-à-dire que ce 200 milliards de budget consacré chaque année à la santé, c'est 2% qui est consacré à la prévention. C'est en dessous, la France est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE.
Donc, on voit bien qu'il y a un travail énorme à faire de ce point de vue-là, et que de ce point de vue-là, notre système de santé est quand même resté largement marqué par son origine, c'est-à-dire, et je crois que ça a été dit par Daniel Benamouzik aussi, et Daniel Lenoir, c'est-à-dire qu'on a un système de santé qui est fait pour soigner. Certainement pas pour accompagner, et encore moins pour prévenir. Et donc, on commence maintenant à effectivement se rendre compte, notamment par l'ampleur des maladies chroniques, qui demandent à ce que les gens soient accompagnés. On commence à se rendre compte que la santé, c'est pas simplement une succession d'actes qui, finalement, au bout du chemin, nous rendrait la santé. Hein. C'est une succession d'actes qui ferait qu'on est en bonne santé. Non, la santé, c'est autre chose. Et je crois que Nicolas Leblanc a cité tout à l'heure tous les déterminants santé qui ont un impact sur notre... Enfin, les déterminants qui ont un impact sur notre santé. Le logement, l'environnement, le travail. L'homme, l'individu, est une personne globale. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que notre organisation du système, étant axée sur le soin, est très séquencée. Donc, c'est le paiement à l'acte, c'est la séparation entre l'hôpital et la ville, c'est la séparation entre le médico-social et la santé, alors que une approche de santé publique nécessite une prise en charge de la globalité de l'individu. Et ça nous demande effectivement de changer notre organisation, mais ça sera très long, je suis d'accord avec ce que disait Daniel, ça sera très long parce que ça nécessite des changements dans l'organisation du système, mais dans l'organisation des pratiques, dans la manière dont les professionnels ont à travailler les uns avec les autres, ce qui est très difficile parce que ça nécessite de remettre en cause. Autant dans un système où on soigne et en vue de guérir une maladie infectieuse, les actes peuvent être séparés et peuvent être des atouts. Mais dans une approche plus globale de la santé, le séquençage des actes est un frein à une mobilisation plus importante d'un système de santé qui se veut prendre en compte effectivement la santé d'une population, pas simplement pour guérir, mais pour vivre avec et pour gérer les questions. Et donc, moi, je crois qu'il est révélateur d'un système qui n'a pas pris en charge la prévention et dont il nous faut aujourd'hui tirer les leçons. Alors, je rebondis sur une question d'un internaute qui suit le débat. Gabi Bonan, les acteurs susceptibles de pousser la santé publique ne seraient-ils pas les acteurs sociaux, c'est-à-dire les corps intermédiaires, qui sont presque totalement ignorés actuellement? Ah ben ça, je suis content de la question, parce qu'effectivement, on ne pourra pas changer notre système de santé sans intégrer ceux qui, effectivement, sont au cœur de ce système, c'est-à-dire les citoyens, les usagers. Et de ce point de vue, moi je veux mentionner quand même quelque chose qui a été très important ces dernières années, c'est la loi sur le droit des malades de 2002, qui a quand même permis d'intégrer un peu plus les usagers dans le système de santé, et qui fait quand même qu'aujourd'hui, on a mis en place peut-être des politiques qui ont, si on a avancé un peu dans le domaine de la prévention, notamment dans l'accompagnement des personnes âgées, notamment du handicap, notamment d'un certain nombre de maladies chroniques, c'est parce qu'il y a eu aussi des associations de patients, des associations de malades qui se sont mobilisées pour prendre leur place. Mais ça ne suffit pas. Effectivement, il faut aussi que cette réflexion du système de santé implique les corps intermédiaires, et je suis assez aussi d'accord avec l'internaute. Aujourd'hui, cette place des corps intermédiaires, cette volonté aussi d'impliquer les individus est trop absente, et peut-être un des points que la crise a révélé, c'est que notre système de santé est très centralisé. Il ne donne pas de place aux acteurs locaux. Alors qu'on aurait pu prendre, dans la deuxième vague, il semble qu'il y ait beaucoup plus de coopération entre les différents secteurs du système de santé. Mais effectivement, dans la première vague, on a vu des cabinets de généralistes rester vides. On a vu des cliniques mutualistes, notamment à qui on a demandé d'interrompre
leur activité, leur activité chirurgicale pour rester disponibles. À aucun moment, dans certains endroits, on les a sollicités. Donc, on est effectivement dans la révélation d'un système très cloisonné et qui ne donne pas et qui ne donne pas assez de place aux acteurs aussi locaux, qui sont au plus près des réalités, qui peuvent donner des réponses concrètes. Alors, je vous propose maintenant de revenir un petit peu plus en détail sur les mesures du Ségur de la santé. Et Daniel Benamouzig, est-ce que le Ségur a apporté une réponse suffisante aux maux de l'hôpital? Alors, votre micro est coupé. C'est moi, voilà, c'est le gag habituel. Non, je disais, la réponse en termes financiers, hein, si on le regarde, parce qu'elle a été aussi présentée comme ça en termes financiers, elle est importante, elle est très significative. Moi, ce qui m'a intéressé au moment des annonces aussi dans le Ségur de la santé, c'est qu'il y a ces 8 milliards qui sont ventilés sur différentes catégories professionnelles en particulier en termes de revalorisation. Il y a des moyens en ligne supplémentaires, vous les avez mentionnés, avec une notion d'adaptation, hein, qui était un peu une leçon tirée de la première vague et de cette réaction de l'hôpital face à une situation d'urgence. Mais en même temps, il y a eu aussi des annonces en termes de plan d'investissement, ce qui est une logique un peu différente, avec des sommes qui sont tout à fait conséquentes, qui devraient s'étaler avec une notion de pluriannualité, mais qui du coup invite à cette question les investissements. Pourquoi faire? C'est-à-dire, c'est pour quel type de modèle, c'est pour construire quel avenir, c'est pour engager quel type de transformation. Et là, les enjeux ne sont pas seulement financiers et sont loin d'être clairs en réalité. Ils sont loin d'être clairs. Il y a bien des notions générales sur des formes de coopération, sur des formes d'articulation entre le secteur ambulatoire et le secteur hospitalier, l'intégration du médico-social. Enfin, il y a un certain nombre d'innovations qui sont déjà en cours d'une certaine manière, mais qui se font de manière soit assez pragmatique à travers des innovations qui viennent un peu du terrain, qui sont soutenues, sans qu'il y ait des modèles qui soient complètement définis, soit de manière assez bureaucratique, c'est-à-dire avec des modèles qui sont au contraire très administrativement définis, et les deux se rejoignent pas forcément et sont plutôt, traduisent plutôt une vision un peu incrémentale du changement plutôt qu'une vision où on a un cap qui a été clairement débattu à un moment donné et qui donne une direction. Donc voilà, donc moi c'est cette question de l'investissement qui m'intéresse, c'est quel type on a des investissements importants. Pour quelle direction, dans quelle direction stratégique? Là, je pense qu'on a un travail à engager avec des acteurs professionnels, encore une fois, dont la place a changé au cours de cette épidémie dans le système de santé, des acteurs administratifs qui sont aussi dans la responsabilité, et des acteurs, Gabi faisait référence, des acteurs citoyens, qui sont les malades, mais pas seulement les malades, qui sont aussi tout un chacun, et qui importe d'autant plus qu'on penche du côté de la prévention, du côté des situations où on n'est pas encore malade, où on n'est pas... Donc, de ce point de vue-là, c'est un travail qui est devant nous. Alors, on a aussi une forme de restauration de cet avenir, si j'ose dire, mais je ne sais pas trop quoi en penser à ce stade, autour de l'idée d'un retour du plan. Il se trouve qu'historiquement, c'est plutôt autour du plan qu'avaient été pensés ces changements hospitaliers, quelle que soit la philosophie d'ailleurs qu'on met derrière cette notion de plan. Mais là, il y a une manière il y a une nécessité à réinvestir l'avenir qui me semble important sur ces questions hospitalières. Daniel Lenoir, est-ce qu'on a enfin pris la mesure des revendications salariales du personnel hospitalier avec le Ségur? Quel regard est-ce que vous portez sur la réponse qui a été apportée? Micro. Et encore le micro est fermé, Daniel. Micro, Daniel. Le micro est fermé. Hein. Décidément, il faut absolument y penser à chaque fois, de remettre le micro. Merci. Je disais, j'avais plusieurs observations. La première, c'est que le Ségur fait référence au Grenelle. Et le Grenelle fait référence au Grenelle de 68, qui avait permis non pas de régler, il faut s'en souvenir, les problèmes structurels, mais d'éteindre le feu en arrosant avec des rémunérations. Et la question du Ségur, c'était d'abord celle-là. C'est ce que vous venez de poser
comme question, Laurent, et à mon avis, moins les autres sujets qui sont importants. Dans le même journal que je citais tout à l'heure, j'avais fait un papier sur les poupées russes du Ségur en disant que cette question des rémunérations s'inscrivait dans un ensemble plus global qui vise la dépense et l'ensemble du système. Mais pour revenir sur cette question des rémunérations, moi, ce qui me frappe, c'est que l'effort qui a été fait est considérable et que finalement, alors bon, il y a eu la crise qui a continué, donc le personnel hospitalier s'est trouvé mobilisé, mais on sent qu'il est fatigué quand même, et que finalement, ça, bon, bien sûr, c'est énorme, mais ça n'a pas totalement satisfait les revendications salariales, et à mon avis, ça n'a pas complètement réglé le problème salarial. Alors ça, pour comprendre ça, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que la Cour des comptes l'a dit dans son dernier rapport, on a mis en place une régulation de l'ONDAM à partir des ordonnances Juppé, et depuis 2010, on a fait une pression beaucoup plus importante qu'auparavant sur l'augmentation de l'ONDAM. On l'a ramené à 2,3%, ce qui est un peu inférieur à la croissance en valeur, de façon à stabiliser les prélèvements obligatoires, ça je pourrais y revenir, mais surtout, alors la conséquence que ça a eu, c'est que l'État, et l'assurance maladie, mais enfin surtout l'État, pour respecter ça, a pesé sur les budgets, sur les dépenses sur lesquelles il pouvait peser. Et donc, il a pesé beaucoup plus sur les dépenses hospitalières que sur les autres. La Cour des comptes le montre aussi. La dépense hospitalière a augmenté de 2% pendant la période, alors que la dépense de soins ambulatoires a augmenté de 2,4%. Et pour peser sur la dépense hospitalière, le canal de la T2A dont j'ai parlé tout à l'heure, des budgets hospitaliers, mais derrière ça, il y a la rémunération des personnels, qui elle-même est régulée par des décisions, puisque c'est de la fonction publique hospitalière, par des décisions administratives, et sur lesquelles s'aligne d'ailleurs, grosso modo, le privé non lucratif. Et donc, on a eu, c'est un peu le phénomène de la grenouille qui est dans une eau froide et dont on refroidit, dont on réchauffe progressivement la casserole. C'est-à-dire qu'on a vu tendanciellement une sorte de pente douce sur les rémunérations hospitalières, alors qui a commencé surtout sur les paramédicaux et qui plus récemment a touché aussi les médecins. C'est pour ça qu'on a vu les médecins s'associer plus récemment au mouvement, et c'est ce qui lui a donné plus de poids d'ailleurs. Et face à cette pente douce, 10 ans, ça explique pourquoi on a aussi les infirmières les plus mal payées, ou presque pas tout à fait, mais de l'OCDE, enfin dans le dernier 5 quarts ou le dernier 20%. Et donc, pour récupérer cette pente douce, il faut un énorme ascenseur. Alors, 7,5 milliards, c'est énorme comme ascenseur. C'est 4% de l'ONDAM, presque. Enfin, 8 milliards, c'est 4% de l'ONDAM. Mais, à mon avis, ça ne règle pas totalement, parce que ça fait, pour parler que des infirmières, ça fait 180 € d'augmentation. Ça ne couvre pas totalement ce tendanciel. Et de toute façon, et tout le monde l'a dit, et je crois qu'on le redira, ça ne règle qu'une partie de la question hospitalière. On va revenir sur ce qu'a dit Daniel Benamouzi, que je partage, c'est quel doit être le rôle de l'hôpital demain. Mais quand on pose cette question, ça veut dire aussi quel doit être le rôle de l'ensemble de l'hôpital dans l'ensemble du système de soins. On voit bien que ça doit bouger. Et quel doit être le rôle du soin dans l'ensemble du système de santé. Et on touche là aux questions de prévention, qui ne sont pas uniquement des préventions en matière de santé, qui ne sont pas seulement des soins de prévention, mais qui sont aussi tous les facteurs qui contribuent à la prévention des maladies, et notamment ce qui augmente le plus, à mon avis en ce moment, les facteurs environnementaux. C'est ce que j'appelais les poupées russes du Ségur. Et donc, on a essayé de traiter la plus petite Mariochka, qui, en termes financiers, est déjà énorme, mais on n'a pas traité les autres Mariochka à l'intérieur duquel cette Mariochka se situe. Et donc, forcément, il faudra y revenir. Moi, je pense que la formule du Ségur, dussé-je faire de la peine à certains, qui est une forme de négociation nationale, ne me paraît pas adaptée à la complexité des questions qui sont à régler. Alors, peut-être que le résultat ne sera pas à la mesure des espérances qu'il a données, mais je pense qu'une formule du type conférence citoyenne qu'on a utilisée pour la crise environnementale, compte tenu de la complexité du système de santé, serait mieux à même de donner justement le temps d'une réflexion et d'une réflexion d'ensemble qui associe réellement l'ensemble des citoyens. Parce que derrière la question qui est posée au système de santé dans cette crise,
il y a aussi la question de la confiance dans le système de santé, on le voit dans le débat sur les vaccinations, et il y a aussi une autre question qui est le consentement non pas à l'impôt, mais le consentement à la solidarité. Il ne faut pas oublier que dans le grand débat, on a vu apparaître une note de Bercy qui montrait que les deux principaux postes de dépenses obligatoires, donc de prélèvement, sont les retraites d'abord et la santé ensuite. Et alors, on a une question, Daniel, sur la gouvernance de l'hôpital. Est-ce qu'il y a une problématique spécifique à cette gouvernance et qui aurait été mis en lumière justement par la crise sanitaire, où là, il a fallu un peu improviser et on a pu effectivement lire des témoignages de professionnels qui disaient que là, tout d'un coup, les hiérarchies qui étaient un peu rigides auparavant avaient dû sauter et les personnes avaient retrouvé beaucoup d'autonomie dans leur travail. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un problème spécifique là en termes de gouvernance? Il y a un problème, et à l'évidence, de gouvernance de l'hôpital, personne ne le conteste, mais il y aura toujours un problème de gouvernance de l'hôpital, comme il y a des problèmes de gouvernance de toutes les entreprises, qui doit conjuguer le pouvoir gestionnaire, qui a été renforcé, et probablement un peu trop, le pouvoir médical, et puis le pouvoir de vivre aussi de l'ensemble de ceux qui font l'hôpital. Donc d'abord les collaborateurs, mais aussi les usagers. Et puis évidemment, l'hôpital, souvent, enfin on le dit souvent, c'est le principal employeur dans une commune. Enfin, l'hôpital, c'est une entreprise. J'utilise à dessein ce terme d'entreprise parce qu'on a beaucoup gossé ce terme hôpital-entreprise. C'est une entreprise, mais c'est une entreprise à vocation particulière puisque c'est une entreprise de soins. Donc il y a un problème de gouvernance, c'est sûr, mais pourquoi on a renforcé, et à mon avis de façon excessive, le pouvoir des gestionnaires? C'était justement pour pouvoir faire en sorte de respecter cette contrainte budgétaire et de la respecter. Et donc effectivement, ça a créé trop de tensions entre le pouvoir des gestionnaires qui est devenu trop important et les autres pouvoirs qui peuvent exister au sein de l'hôpital. Mais on aura toujours à conjuguer au sein d'une entreprise comme l'hôpital, qui est une entreprise complexe, on aura toujours à conjuguer ces différentes expressions et à un moment donné, il faut un arbitrage. Donc bien sûr que la gouvernance de l'hôpital devra évoluer. Mais je pense que de toute façon, avant de faire évoluer la gouvernance de l'hôpital, il faut aussi se poser la question de l'objectif de l'hôpital et comment cet objectif s'inscrit dans un objectif général de la santé et de la dépense de santé. Parce que l'hôpital, c'est pour ça que c'est souvent le principal employeur de la commune, c'est une entreprise qui pèse en termes économiques. Alors, Nicolas Leblanc. Oui, Daniel. Là-dessus, pour prolonger, sur la gouvernance, si on a effectivement cette question de l'équilibre, donc une question aussi ancienne que l'hôpital, entre les ressources et le travail hospitalier à proprement parler. Peut-être deux points. Le premier point, c'est qu'au-delà même de la gouvernance de l'hôpital, cette évolution de la gouvernance dans le sens du renforcement des capacités administratives, de la partie gestion, disons, elle s'est inscrite en même temps qu'un renforcement d'une colonne vertébrale très étatique et très centralisée, d'une certaine manière, quasiment d'un mode de commandement, qui a été créé à dessein, d'une manière assez récente en réalité, et qui est même très récente quand on le regarde sur longue période. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'hôpital, c'est plutôt l'histoire d'une autonomie de ces organisations-là. Il n'y a que là, pendant la Révolution française, qu'on avait essayé à un moment donné de centraliser un peu tout ça, parce que c'était des institutions religieuses à l'époque, et puis assez vite, on est revenu à des gestions qui étaient très territorialisées, très municipales, donc d'où le rôle du maire, etc. Et on a assisté assez récemment à une forme de recentralisation étatique, à une forme de reprise en main par l'État de l'ensemble de la gestion, alors qu'il s'était très longtemps cantonné à un rôle plutôt de planification ou à quelques orientations dans les années 70-80. Donc c'est quelque chose d'assez récent et probablement le bon équilibre n'a pas été trouvé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que pour qu'on ait une gouvernance qui se déplace, il faut que chacun joue son rôle. Et c'est assez commode d'une certaine manière, et c'est à mon avis assez fondé, d'accabler la partie gestion, la partie administration, mais la réciproque, ça suppose aussi qu'on ait des professionnels qui jouent cette part un peu plus politique, une forme de responsabilité collective
politique au sens le plus plein du terme des professionnels de santé, en particulier des grands professionnels de santé, si on peut dire, hein, des chefs de service, des grands acteurs de l'hôpital, qui ont été probablement du fait de leur mode de formation, du fait aussi des exigences qu'on posait sur leur travail intrinsèque, sur le temps qu'ils devaient consacrer, etc., où ils ont été progressivement marginalisés de ces fonctions un peu plus politiques au sein de l'hôpital. Et voilà. Et là, je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux se posent ce type de questions-là, et se les posent d'autant plus que l'on est après ces épisodes, ou qu'on est dans ces épisodes de gestion de l'épidémie qui ont exigé une forme de réorganisation de l'hôpital par les professionnels plutôt que par l'administration. Donc là, je pense qu'il y a aussi une redéfinition des rôles et une forme de réappropriation de ces fonctions politiques par les acteurs médicaux de l'hôpital dans le cadre de cette gouvernance. Et ce qui s'est passé de ce point de vue-là me paraît assez intéressant, presque prometteur. Maintenant, il appartient aux acteurs de s'emparer en quelque sorte des marges de manœuvre qu'ils ont pu récupérer dans ce contexte. Alors, Nicolas Leblanc, on parle beaucoup d'hôpital, peut-être un peu trop, et est-ce que c'est pas une des tares justement de notre système de santé en France qu'on dit trop hospitalo-centré? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas élargir notre champ de vision pour avoir une vision un peu plus globale de la problématique? Écoutez, moi, je souscris à tout ce qui a été dit. Moi, ce qui me frappe dans le Ségur, c'est que, pour reprendre les termes de Daniel Lenoir, c'était pour éteindre l'incendie en référence au Grenelle de 68. Et on peut imaginer on peut très bien imaginer, même si on est encore dedans, que la crise Covid sera un séisme à la hauteur de ce qu'a été 68 ou même, alors toute proportion gardée, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en tout cas, elle va avoir des impacts, espérons-le, structurels à divers endroits, le système de santé, mais ailleurs, d'ailleurs, je pense. Profondément dans la société. Mais c'est un incendie. Je prendrais une autre image, c'est mettre de l'huile sur un système mal cranté aussi. Et donc je suis pas sûr que ça, si on en reste là, en tout cas, ça résoudra rien, pardon, pas suffisamment, et les problèmes de fond seront pas traités. Moi, il y a un premier sujet qui me paraît, c'est la question du temps. Moi, je trouve ça assez. Depuis que je suis dans ce domaine-là, la santé, quasiment depuis l'âge de conscience politique, on parle toujours des mêmes choses. Hein, la coordination des soins, par exemple, ville hôpital, alors on y met la fongibilité des enveloppes. Alors on a créé les URCAM et puis après on les a fondus dans les ARS pour que ça devienne les ARS. Mais grosso modo, là, on est en 2020. Ça dysfonctionne, pareil. Ça dysfonctionne, pareil. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites, hein, les maisons de santé pluridisciplinaires, là, les CPTS. Il y a des initiatives, mais on ne peut pas dire qu'elles impactent, qu'elles fassent basculer. Elles ne sont pas à un niveau de bascule, en fait, clairement. Et ça, c'est frappant. La T2A, je rappelle quand même, hein, que pour arriver à un système, à l'idée d'un système pondéré du financement hospitalier, donc entre l'activité et puis les autres forfaits, comme l'expliquait Daniel Lenoir, on est en 2020, l'idée vient du début des années 80. Hein. Les DRG, c'est-à-dire l'implantation de ce qu'est la capacité de mesurer l'activité dans les hôpitaux, a été mis en place en France en 82, je crois. Et donc, ça fait presque 40 ans. Donc, 20 ans. Et donc, je pense que maintenant, il va falloir qu'on accélère un peu. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ces points de bascule. Pourquoi il faut qu'on arrive à ces points de bascule? Mais pour une raison assez simple, c'est que la demande de santé, qu'est-ce qu'a mis en exergue l'épidémie? C'est que si on traduit ça dans la demande de santé pour quelque chose qui est un peu moins exceptionnel qu'une maladie infectieuse contagieuse, extrêmement contagieuse et potentiellement mortelle. Pas énormément, hein, c'est pas une fièvre Ebola. Hein. On est entre 0,3 et 0,5 de mortalité. L'Ebola, c'est 50%. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a mis en exergue? Par analogie, c'est que pour les maladies chroniques, mais les maladies chroniques, c'est 20 millions de Français, dont 12 millions d'ALD. L'incubation, elle n'est pas de 5 jours, elle est de plusieurs années liée à des comportements de santé. Mais les problèmes sont les mêmes. Quand on parle du virage ambulatoire, moi, ça me frappe en tant que médecin. Alors, on traite de l'entrée du virage et la baisse de nombre de lits. Par contre, la sortie du virage, c'est-à-dire la capacité à accueillir les gens chez eux une fois qu'ils sont sortis sur des courts séjours hospitaliers, donc de moins de 24 heures pour reprendre les termes, la définition administrative, là, il y a plus rien. C'est-à-dire que la route, elle est plus goudronnée. C'est chacun qui fait son nid de poule là où il veut. Et il n'y a plus rien. Et la question du virage ambulatoire, elle n'est jamais traitée par la réception. Donc, c'est la coordination des soins, mais pas que. C'est aussi transformer la ville pour que ce soit des villes de santé.
Parce que quelqu'un qui a une maladie chronique qui revient chez lui, qui est traité, c'est aussi traiter son logement, c'est traiter l'accès à la mobilité, c'est traiter l'accès à son alimentation. Tout ça, c'est pas le médecin qui va le mettre en place, le médecin. Donc, la question du virage ambulatoire, elle est traitée qu'à moitié, j'ai envie de dire. C'est un traitement hémiplégique. Pourquoi c'est un traitement hémiplégique? Parce que le virage ambulatoire, il est pensé comme une rationalisation économique sur l'hôpital. Il n'est pas pensé comme une prise en charge des patients et de leur entourage. Et donc, à un moment donné, ce que la crise Covid a mis en place, a mis en exergue, il faut qu'on puisse le traiter structurellement pour ce qui est la demande de santé en France principale, que sont les maladies chroniques. Et donc, ça c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Et je crois, là, on l'a évoqué, en tant qu'élu local, il y en a d'autres sans doute qui nous écoutent, et aussi, quand on traite des questions d'urbanisme, par exemple, on a 2-3 éléments de démocratie participative qui se mettent en place depuis fort longtemps. Pourquoi en santé? Toute l'évolution de la question démocratique est quasiment absente du champ de la santé. Moi, c'est autre chose qui me frappe. Quand on a, Gabi parlait de la loi de 2002, ça fait 18 ans. Où est-ce qu'est la démocratie participative en santé? Où est-ce qu'elle est? C'est pas parce qu'on vote une loi de finances de la sécurité sociale au Parlement, chaque année depuis les ordonnances Juppé, qu'on peut se satisfaire de la question démocratique. Et l'urbanisme est aussi complexe que la santé, qu'on vienne pas me le dire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est d'injecter vraisemblablement des outils modernes de démocratie. Et Daniel parlait de la conférence citoyenne, qui était très centralisée. Moi, il y a aussi la loi bioéthique qui a été traitée avec une concertation. Il y a eu la loi numérique avant. Mais je pense que c'est aussi dans les territoires et qu'il y a un vrai sujet d'échelon. Alors, sans forcément recréer les baronnies d'avant la Révolution française, mais il y a un vrai sujet d'échelon entre le cadre qui doit préserver l'égalité, puisque je rappelle qu'il y a la crise a mis profondément en exergue les inégalités dans ce pays, mais il y a aussi le fait de pouvoir faire en sorte que les parties prenantes puissent agir dans les territoires. Aussi jupitérien soit-on, je pense qu'il faut quand même prendre conscience qu'on vit dans une galaxie et que chacune des planètes de la galaxie a son mot à dire. Et dans un pays fragmenté comme le nôtre, plus globalement, où l'intégration de la violence, comme on l'a vu ces derniers jours, fait quand même partie des tendances sociétales de fond, je pense qu'en santé, qui devient une vraie question tendue dans les territoires, tendue quand vous avez des médecins généralistes qui partent et que les gens n'ont plus accès à leurs médecins, ça tend énormément, ça vient rajouter en tension sociale, il ne faut pas le négliger. Et je pense que dans cette période de fragmentation, si on ne traite pas la question démocratique, on va rajouter de l'huile sur le feu, vraiment rajouter de l'huile sur le feu. Et là, le Ségur, pour finir, le Ségur de l'hôpital ne peut pas en rester là. Ne peut pas en rester là. On a éteint un incendie. Je pense que la crise sociale, on a éteint un incendie et la crise sociale est profonde. La crise des gilets jaunes a été vitrifiée par le Covid, mais les feux sont toujours présents. Et je pense que si on n'y prend pas garde, la santé va encore rajouter des gaz explosifs. Voilà, moi je crois que le Ségur de l'hôpital, très bien pour éteindre l'incendie, il n'est pas complètement éteint, il faut vraiment aller au-delà. Je crois que la question démocratique doit être injectée avec les outils modernes. Et pour illustrer votre propos sur le virage de l'ambulatoire qui a été goudronné qu'à moitié, un internaute signale l'importance de l'aide à domicile pour la prise en charge aussi des patients chez eux après, et qui sont effectivement, il me semble, les oubliés du Ségur d'une certaine manière. En tout cas, il y a une mobilisation ces derniers jours sur les réseaux sociaux à ce propos. Une question très rapidement technique d'un internaute. Que pensez-vous des CRSA et de leur fonctionnement? Nicolas Leblanc, très rapidement. Moi, j'avoue que là, ce sigle, je ne le connais pas. Donc, si vous pouvez expliquer rapidement. Écoutez, moi, j'ai un trou de... Mais ça doit être l'autonomie. La santé, l'autonomie, c'était les conférences régionales. On a mis en place à côté des ARS, dans la réforme qui a mis en place les ARS. Alors, moi, j'en ai fait fonctionner une, mais après, je n'ai pas vu comment le système a évolué. On a essayé, en tout cas dans la région dont j'avais la responsabilité, de lui donner un vrai rôle justement de représentation et d'expression des différents moyens. Après, mais je pense que j'y reviendrai, de toute façon, c'est un peu ce qu'on dit de la démocratie, c'est cause toujours tu m'intéresses. C'est-à-dire que l'objectif de la maîtrise de dépenses était tel que tout a été inféodé à ça. Moi, je pense que le verre est là. Mais celle que j'ai pu faire fonctionner était un lieu d'expression
qui correspond à ce que disaient les uns et les autres. Je ne sais pas comment ça a évolué, honnêtement, mais de toute façon, la CRSA n'avait aucun rôle décisionnel et ne pouvait pas exprimer, sauf certaines de ses commissions qui rendaient un avis, mais ne pouvait pas exprimer tout ce qu'on est en train de dire là. Nicolas Leblanc, ouais, j'avais plus l'acronyme, donc c'est les conférences régionales de santé. Je raccroche les wagons, excusez-moi. Moi, je pense qu'elles ont été utiles. Elles datent quand même de la fin des années 90. Donc, en termes d'outils démocratiques, il y a eu quand même un peu du renouveau. Hein. C'est comme si on disait que les conseils de quartier suffisent aujourd'hui dans les villes pour pouvoir en faire avancer la démocratie locale. Il y a des vraies questions. Y ont été injectés les budgets participatifs, par exemple. Et je sais que dans la ville où on est, on réfléchit énormément à vivifier la démocratie locale autour de ces nouveaux outils. Je ne parle pas de l'implication, de l'intégration des outils numériques. Mais moi, je suis frappé. Donc, je pense qu'elles sont très institutionnelles encore, ces conférences régionales. Et la question, la démocratie, derrière ce beau mot qui est peut-être parfois un peu trop institutionnel aussi, la question, c'est la capacité de délibération et du débat, en fait. C'est ça. Où trouve-t-on les capacités de délibération et du débat sur des gens qui n'ont pas l'habitude d'être écoutés? Parce qu'une fois de plus, ceux qui en sont plus victimes, ce sont ceux qui sont, comme disait Pierre Rosanvallon, les invisibles. Et donc, à un moment donné, il va falloir se poser clairement la question démocratique dans sa profondeur et pas dans les outils institutionnels vieillissants qui subsistent. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le dernier temps de notre débat, la question du financement, qui est évidemment très importante. Pardon, j'aurais bien aimé intervenir sur le Ségur, juste un petit mot. Oui, okay. Allez-y, rapidement. Oui, non, mais pour compléter, j'aurais bien aimé dire que le Ségur, effectivement, c'est la rémunération, c'est les salaires des professionnels, et qu'il serait un peu inconvenant de dire que c'est pas que c'est rien, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Et je voudrais aussi, pour compléter ce qu'il dit sur la démocratie, dire que ce Ségur, un peu comme l'a dit Daniel, il est révélateur quand même pour qu'on puisse arriver à un résultat qui n'est pas négligeable, au contraire, sur la rémunération, mais arriver à convoquer un Ségur, enfin, le fait même de convoquer un Ségur pour régler des problèmes de rémunération qui doivent être dans une démocratie l'objet même des négociations qui doivent rythmer la vie d'une entreprise privée comme publique. Donc, effectivement, on voyait bien que déjà le fait de convoquer un Ségur pour ça montre la difficulté démocratique dans laquelle on est dans la gestion de nos hôpitaux. C'est-à-dire que les rouages qui permettent le dialogue social avec les organes syndicaux ne fonctionnaient plus. Enfin, c'est-à-dire que du moins c'est révélateur d'un système où on n'a pas reconnu les corps intermédiaires, on n'a pas reconnu effectivement ces acteurs qui sont relativement importants. Et de ce point de vue-là, si on veut redonner du sens un peu à l'action des opérateurs et des soignants, je pense qu'il faut effectivement davantage les intégrer. Et bon, je ne vais pas revenir, mais la question de la décentralisation, de la question de la désinstitutionnalisation de nos structures de dialogue aujourd'hui est très important. Et on ne désinstitutionnalisera pas les organismes qui sont chargés de la concertation si on ne décentralise pas, l'organisation, et si on ne met pas à hauteur de ces décentralisations les moyens qui permettent le dialogue social, et de façon à ne pas être dans l'organisation de coûts importants, certes, mais qui ne se situent pas forcément dans la durée. On a besoin de perspectives à long terme. Et juste pour terminer, je dirais quand même que Daniel Médambouzik faisait tout à l'heure allusion au plan historique. Alors, effectivement, le plan ne vit plus. Mais Daniel Lenoir le sait très bien, il y a quand même une institution, alors là aussi une institution, mais qui a travaillé sur le système de santé, c'est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et notamment, en 2018, il a été sollicité par le gouvernement pour préparer la stratégie nationale du système de santé. Et sous la présidence d'Anne-Marie Broca, il y a un rapport qui est sorti, qui est extraordinaire, qui redonne du sens au système de santé,
qui redonne des éléments d'organisation du système de santé avec le soin de proximité, ce que disait Nicolas Leblanc, comme un système de santé tourné non plus autour de l'organisation et des patients, des professionnels, mais autour du patient. Comment le patient prend racine et prend cœur, et comment le système de santé prend cœur autour du patient. Ce rapport, il y a quelques éléments de ce rapport qui ont été repris dans la stratégie nationale de santé, notre santé 2022, mais globalement, ce rapport a été ignoré alors qu'il a fait participer un certain nombre d'organisations de la société civile, puisque toutes les organisations syndicales, toutes les organisations professionnelles, toutes les organisations de médecins, toutes les organisations des gestionnaires sont autour de la table de ce Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, et qui est, pour ainsi dire, une sorte de consensus quand même de la société civile. Et je trouve dommage qu'on ne soit pas appuyé sur ce rapport de manière plus forte pour entamer et redonner de la perspective à ces travaux qui vous prendront du temps de l'organisation de nos systèmes de santé. Alors, Gaby Bonan, sur la question du financement, vous avez signé une tribune à la fin du printemps, je crois, pour alerter sur le fait que voilà, il fallait pas réduire la politique de santé à une question d'augmentation des moyens, et même que ça pourrait être risqué. Si jamais ça nous incitait à prolonger pour de longues années encore les difficultés, les rigidités de notre système. Est-ce à dire qu'on peut améliorer le système de santé sans dépenser plus? Je ne veux pas opposer la dépense des moyens et puis l'organisation. En tous les cas, il est certain, il est clair que l'amélioration de nos systèmes de santé ne passera pas uniquement par l'augmentation des moyens. Tout à l'heure, on a cité les urgences. Je crois que c'est Daniel Lenoir qui le citait. On va prendre cet exemple pour illustrer mon propos. Entre 2002 et 2010, on est passé de 7 millions à 14 millions de fréquentation des urgences. Ce chiffre est monté jusqu'à 18 millions en 2017 et je crois qu'il est à peu près à 20 millions aujourd'hui. Donc, les urgences sont le signe. Alors, effectivement, on a des mouvements dans les urgences qui nécessitent, qui demandent à ce qu'il y ait une augmentation des moyens donnés aux urgences. Mais est-ce que ça va régler le problème? Daniel l'a dit tout à l'heure. Si on a un problème d'urgence, c'est qu'on a un problème d'organisation de la médecine de ville. Il y a pas bien moins de la moitié des recours aux urgences concernent des urgences vitales. Beaucoup d'interventions aux urgences pourraient être traitées en ville. Sauf que les raisons, quand on interroge les gens, les raisons qui poussent les individus à venir aux urgences, c'est deux choses. C'est on ne trouve pas de médecin sur place, donc voilà, il n'y a plus de médecin de ville, voilà. Et deux, c'est gratuit. Enfin, c'est pas gratuit, mais il y a le tiers payant. C'est jamais gratuit la santé. Il y a le tiers payant. Donc la question, elle est pas une question simplement financière, elle est une question d'organisation du système. Et le Ségur qui a semblé mettre beaucoup de moyens sur l'hôpital, c'est nécessaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, mais c'est de manière générale qu'il faut repenser l'organisation du système si on veut effectivement que le système s'organise autour du patient. Et les déserts que l'on constate aujourd'hui de part et d'autre dans la médecine de ville, ou l'inorganisation, parce que ce n'est pas simplement un désert. Le désert médical, en fait, c'est peut-être pas un vrai mot, parce que il suffit pas, il manque pas que des médecins. Tout à l'heure, un internaute nous parlait du maintien à domicile. Nicolas Leblanc parlait des routes non goudronnées aux sorties du virage. Mais l'aide à domicile, ce n'est pas une question de médecin, c'est une question de santé. Et l'aide à domicile, aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur des moyens, elle n'est pas à la hauteur des besoins dont on a besoin pour régler ces situations. Donc, l'organisation de la santé au niveau territorial ne se limite pas à l'augmentation ou à la place des médecins. C'est l'organisation au sens où la capacité
d'une organisation de santé à prendre en charge les questions, effectivement, qui touchent les individus. Et donc, je ne dis pas, voilà, je termine, je ne dis pas que les moyens financiers ne sont pas importants, si, ils sont importants, mais attention de ne pas transformer tous les problèmes, ou du moins ne pas transformer tous les problèmes que pose notre système de santé en revendication de moyens, parce que c'est une question aussi d'organisation, de changement des pratiques et de mise en place, du patient au cœur du système pour essayer de régler, de trouver des solutions. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que là, la sécurité sociale dans son ensemble là, va se retrouver avec un trou, un déficit. On va renouer avec un gouffre important, hein, le trou de la Sécu, hein, dont on parle régulièrement, qui était quasiment résorbé juste avant la crise, et donc là, évidemment, qui va se recreuser à nouveau. Alors, est-ce que ça pose la question même de la façon dont on finance notre sécurité sociale? Est-ce qu'il faut imaginer un autre système, Daniel Benazmouzig? Non, je ne sais pas si de la même manière qu'on ne peut pas prendre l'hôpital sans regarder dans le système de santé de manière générale, je ne sais pas si on peut regarder le financement de la sécurité sans regarder aussi le panorama un peu plus général. Moi, ce qui me frappe dans les évolutions qu'on a vécues pendant dans le contexte de la crise, c'est un peu aussi une redéfinition du rôle des acteurs. C'est-à-dire qu'on a vu aussi une sorte de retour de l'État qui n'a pas été pas si présent historiquement, encore une fois, dans le système de santé, hein, même si récemment il a repris une place. Et là, on sent qu'il y a à la fois une demande d'État, une demande légitime dans un cadre épidémique, et qui va probablement aussi un peu modifier les équilibres entre ce qui relève de la sécurité sociale, qui est héritière d'une gestion plutôt paritaire, plutôt dans le cadre des relations du travail entre syndicats employeurs et salariés, et de quelque chose qui relève de l'État, et donc d'une forme de vie publique beaucoup plus large. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une logique où on va avoir à faire, ça a été annoncé dans le cadre du Ségur, je pense que c'est des choses qui vont être importantes en termes d'investissement sur l'avenir, et donc qui vont engager aussi des formes de financement de nature un peu différente de celle de la sécurité sociale, donc qui vont aussi contribuer à déplacer ces équilibres. Et puis enfin, il y a peut-être une autre question que je trouve intéressante à considérer pour commencer à cerner un peu les termes du débat, c'est que historiquement, et jusque très récemment, on avait une conception de la santé où finalement la santé c'était quelque chose qui était relativement circonscrit. Ça concernait une certaine partie de nos vies et ça concernait des acteurs qui étaient des acteurs professionnels et des institutions pour lesquelles il y avait ma foi un certain nombre de gens dévoués qui s'occupaient, et puis on espérait pas trop y aller pas trop souvent, quoi. Là on a tous touché du doigt que la santé en fait c'était plus du tout quelque chose de circonscrit, c'est quelque chose qui est très transversal, qui est même devenu quasiment total, qui concerne l'ensemble de nos activités, l'ensemble des dimensions de nos vies. Et donc, on a une vision où on ne peut plus limiter simplement la prise en charge de la santé au paramétrage habituel dans le cadre des relations qui étaient finalement celles du travail, et qui étaient les relations telles que nous avions définies au XXe siècle, pour dire les choses comme ça, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, mais c'était déjà le cas en fait auparavant, qui se définissait où c'était la santé du travailleur qui était interrompue par la maladie et qu'il fallait d'une certaine manière, pour laquelle il fallait trouver des formes de compensation, des formes de financement, des formes de retour au travail. Donc là, on sent qu'on n'est plus du tout dans ce. J'espère que vous m'entendez. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de connexion. Voilà. Donc on n'est plus dans ce paramètre-là, et donc ça appellera nécessairement, à mon avis, peut-être pas immédiatement, mais assez rapidement, une forme de redéfinition des responsabilités des uns et des autres. Et moi, je fais le pari qu'on aura plutôt un renforcement du rôle de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on a pour autant un amoindrissement des autres acteurs. Il faut voir comment se feront les différents équilibres et comment chacun aura sa part spécifique à jouer, mais je pense qu'on aura quelque chose d'un peu plus large. Ce qui pose la question, qui a déjà été soulevée, du caractère démocratique de ces évolutions-là. Parce qu'on peut très bien se retrouver dans une évolution où on a un renforcement
des réflexes bureaucratiques en même temps qu'on a affaire à un renforcement du rôle de l'État. Alors même qu'on aura tous fait l'expérience, très concrètement, jusque ce matin, que ça concerne nos vies quotidiennes tout le temps. Voilà. Et c'est pas lié uniquement au Covid. C'est lié aussi aux questions d'environnement, c'est lié aux questions d'alimentation, c'est lié. Toutes ces questions-là, on sent bien qu'elles débordent l'ensemble de nos activités tout le temps. Donc pour le dire simplement, la sécurité sociale, c'est un merveilleux outil tant qu'on est dans tant qu'on est dans la gestion de la maladie, qui est elle-même un espace circonscrit pour des professionnels. Les questions de santé sont en train de changer d'échelle. C'est-à-dire que c'est des questions transversales, c'est des questions qui concernent tout le monde, c'est des questions qui deviennent éminemment politiques et qui, du coup, doivent être abordées comme telles au niveau des institutions qui sont en charge dans un pays démocratique des questions de cette ampleur-là et qui nécessiteront forcément des formes d'adaptation aussi de nos mécanismes démocratiques. Je souscris complètement à ce qui a été dit sur la nécessité de leur modernisation, ce qui a été dit sur la nécessité d'un degré plus important de décentralisation. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Tout ça est très, très largement demandé. Daniel Lenoir, sur cette question de la dépense publique en faveur de la santé, est-ce qu'il faut en faire plus ou est-ce qu'il suffit de faire mieux? Daniel, votre micro est... Voilà. J'arrive vraiment pas à m'habituer au fait de rallumer le micro. Oui, deux ou trois réflexions. La première, ce que vous avez dit, Laurent, sur le fait que on a vu le trou de la Sécu revenir. Donc, on a eu plusieurs ministres, y compris de l'ancien quinquennat, qui avaient annoncé que c'était fini, en tout cas pour l'assurance maladie. Et puis, comme sur la retraite, c'était supposé être réglé, le trou de la Sécu était derrière nous. Là, il faut bien voir que la conséquence directe de la crise du Covid, c'est qu'on ne fera pas le 5e risque. Pourquoi? Parce que, en fait, ça je vais faire mon techno, mais ces sujets-là sont des sujets de technologie financière, de finances publiques. On devait amortir la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui était alimentée par les déficits successifs, notamment de l'assurance maladie, en 2024. Et cet amortissement était fait par la cotisation pour le remboursement de la dette sociale de 0,15%, qui est une cotisation additionnelle à la CSG et qui aurait dû être transférée sur le financement du 5e risque. Le gouvernement a reporté l'amortissement à 2035, si mes souvenirs sont bons. Ce qui veut dire concrètement que ces 0,15% qui auraient permis de financer en grande partie ce qu'on appelle le 5e risque, c'est-à-dire la prise en charge de la dépendance, aujourd'hui, on ne sait pas comment le financer. Alors, tout ça pour dire que de toute façon, les préoccupations d'équilibre, elles sont toujours là. D'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, je ne les conteste pas. Et je voudrais revenir sur la question que vous avez posée. En fait, moi, j'ai envie de l'inverser. C'est-à-dire que la question est de savoir si un système de qualité, ce n'est pas d'augmenter la dépense pour le plaisir d'augmenter la dépense, c'est de savoir si un système de qualité pourra se faire sans dépenser plus. Et en fait, ce qui s'est passé dans le temps, c'est qu'on a inversé le raisonnement de départ. On est parti d'un raisonnement juste, que j'ai pu partager en son temps, notamment avec Gaby Bonan, qui était de dire, en faisant plus de qualité, on fera plus d'efficacité du système de soins, et ça va générer une plus grande efficacité économique, donc ça va permettre de ne pas augmenter, au-delà du raisonnable, le coût du système de santé, du système de soins notamment, mais du système de santé en général, notamment par rapport à la croissance du PIB. Et en fait, et là, il y a un tournant très important en 2010, c'est-à-dire qu'on a voulu contraindre la dépense de soins, non pas comme une résultante d'un système de meilleure qualité, mais comme étant un élément du budget de la nation qu'on devait absolument respecter. Et ça, ce qui a conduit à toutes les évolutions dont on a parlé tout à l'heure. Et l'un des principaux acteurs, c'est pour ça que je pense que ça ne va pas changer, de cela vient d'être nommé l'été dernier directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, il y a peu de raisons que les choses changent. Voilà. Moi, je pense qu'il faut revenir au raisonnement initial, c'est-à-dire avoir un raisonnement en termes de qualité et d'efficacité, ce qui veut dire évidemment que ça génère
par rapport à la tendance des économies, parce qu'il y a des déséconomies dans le système. Tout ce qu'on a dit génère des déséconomies. Mais la résultante de cette action, ça m'étonnerait qu'elle se traduise par un plafonnement de la part relative des dépenses de santé dans le PIB. Ce qui veut dire concrètement que ça m'étonnerait. Donc ça veut dire qu'il faudra pouvoir financer ces dépenses. Comme on ne va pas financer avec de la dette, je pense que ça serait une erreur, il faut le financer avec des prélèvements obligatoires. Donc ça veut dire, quelle que soit la forme, qu'on augmentera, je pense, tendanciellement, et ce n'est pas très grave, qu'on augmentera tendanciellement les prélèvements affectés à la santé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave à condition qu'on puisse à la fois avoir une bonne analyse de la dépense, et je pense qu'il faut notamment analyser la dépense, évaluer la dépense en termes de rendement social et environnemental. Je pense que de ce point de vue-là, la dépense de prévention qui aujourd'hui est sous-dimensionnée a un plus grand rendement social et environnemental qu'un certain nombre d'actes de soins, par exemple. Première chose. Et deuxièmement, et je rejoins ce qu'a dit Daniel Benamouzik sur le sujet, il faut que le regard sur cette dépense, il y ait de la démocratie, que ce ne soit pas uniquement des technocrates, j'en suis, donc je sais, que ce ne soit pas uniquement des technocrates qui, dans des bureaux à Bercy, plus qu'à Ségur maintenant, arbitrent sur ces sujets, mais que ce soit aussi délibéré dans la société et que les arbitrages finaux tiennent compte des délibérations qui ont eu lieu dans la société. Sinon, on aura un vrai problème de consentement à la solidarité. Voilà, je vous propose qu'on en reste là. On est arrivé au bout de l'heure et quart et c'est important de respecter le timing parce que, comme vous le savez, les journées de l'économie autrement, ça continue. Encore de nombreuses tables rondes. Hein. Je vous invite à aller regarder le programme, à vous inscrire aux débats qui suivent. En tout cas, merci à tous les intervenants pour ce débat, je crois, de qualité. Hein, et on a balayé assez large sur tous ces enjeux, sur toutes ces questions. Merci aux internautes qui nous ont suivis et bonne fin de JEA à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.